Voilà. Donc j'ai terminé ma petite présentation. Après peut-être qu'on peut changer, on peut échanger, parler. Est-ce que il y a des questions? Est-ce que des objections, des observations? Oui. Bah aussi. On va aller direct dans ce qui, moi, me fâche le plus ces temps-ci. Est-ce que vous avez une opinion et des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gérer, au niveau du droit, les problématiques de surveillance de masse des États-Unis ou d'autres pays de ce type qui ne sont pas donc notre propre pays? Est-ce qu'on a quelque chose est-ce qu'on peut envisager des choses en la matière? Et voilà, surtout. Alors, voilà, bah c'est la réponse, elle est peut-être là, dans le slide précédent, et le droit mou. Il y a des entreprises comme OVH, comme... Je rappelle qu'OVH opère désormais aux États-Unis, donc j'ai plus aucune confiance en eux peut-être depuis le jour où ils ont eu des tuyaux là-bas. Ouais, oui, c'est vrai. Patriot Act, voilà. Bon, mais cloudconfidence.eu, en fait, c'est un terme anglo-saxon, mais ce sont des entreprises pour l'instant françaises. Mais vous savez qu'il y a, nous en France, on en parle un peu de ces problématiques-là, mais il y a un pays où vraiment ça fâche beaucoup, c'est l'Allemagne. J'étais à Hambourg là lundi, mardi. Et alors eux, c'est probablement lié à l'Allemagne de l'Est, la Stasi, etc. Mais alors, ils ont été renversés par les révélations Snowden et Prism. Et il y a une vraie difficulté pour aujourd'hui les grandes entreprises américaines pour travailler dans ce pays. Donc l'idée de ces promoteurs de Cloud Confidence, c'est notamment sur un axe franco-allemand. Ils ont créé un certificat, un référentiel, une certification où il est clairement dit que les entreprises qui adhèrent à cette certification, et ça passe par un contrôle d'une société qui s'appelle LSTI, qui elle-même est agréée par l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes d'information, donc État français. Et alors c'est pas parfait, parce que la loi de programmation militaire, elle reste applicable. Bon, mais en tout cas, dans le référentiel de Cloud Confidence, c'est le droit mou, il est dit que les entreprises qui y adhèrent et qui se font contrôler, qui se font auditer tous les ans, ne sont pas soumises au Patriot Act, à des lois extra-européennes telles que le Patriot Act, ça a été formulé de cette façon, ou des pratiques comme Prism, puisque évidemment, Prisme, c'est pas une loi, c'est une pratique. Et donc, ça veut dire beaucoup de choses en termes d'infrastructure, comme tu disais. Ça veut dire des choses en termes de pratique. Ça veut dire aussi, si on va plus loin, des contrats avec les clients qui sont soumis à des lois européennes, qui respectent les réglementations de données à caractère personnel. Et en l'état des choses, je crois que c'est la réponse à court terme. Parce que malheureusement, le message venant de Bruxelles est totalement brouillé, c'est-à-dire que je crains qu'on ne puisse pas compter sur une évolution de la réglementation ferme par rapport à ces problématiques Patriot Act venant de Bruxelles. Il y a des lobbyistes, il y a des intérêts contradictoires entre les États, certains sont extrêmement sensibles négativement à ces choses, d'autres sont plutôt complaisants vis-à-vis de ces pratiques et de ces lois, notamment de l'USA Patriot Act. Donc, obtenir de Bruxelles qu'elle émette une réglementation claire sur ces questions, et malheureusement, en l'état actuel, illusoire. Quant au législateur français, il a plutôt tendance à promouvoir des lois telles que la loi pour la programmation militaire plutôt que de faire autre chose. Donc, ces petites entreprises, que ce sont beaucoup de petites entreprises, qui se sont mis en place, mettent en place un espèce de droit mou par le référentiel qui effectivement va permettre de promouvoir des offres qui seront labellisées, en fait c'est pas un label sur le plan juridique, qui seront référencées Cloud Confidence et qui sont censées donner aux consommateurs et même aux entreprises utilisatrices et aux organisations utilisatrices, je pense en particulier aux collectivités territoriales, des garanties par rapport à la problématique que tu soulevais. Une autre question?
Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, une petite information que j'ai lue ce matin dans le journal. Apparemment, aux États-Unis, il devait y avoir un vote ces jours-ci pour une réforme des pouvoirs de la NSA, notamment sur toute la branche qui concernait leur droit d'écoute massive, entre guillemets, enfin de stockage des communications massives du territoire des États-Unis pour une utilisation ultérieure si besoin. Et le texte qui était soutenu par Barack Obama et d'autres grands de l'Internet le vote de ce texte a été suspendu parce que on trouve qu'en ce moment il y a un petit peu trop de terroristes barbus et que ce serait pas trop le moment de enlever soi-disant des pouvoirs à la NSA. Donc ça a été suspendu apparemment. Donc effectivement on se dirige pas vers un assouplissement des règles de surveillance globale, en tout cas pour les États-Unis en ce moment, quoi. Et je voudrais revenir donc sur le premier point que vous avez abordé sur la légitimité en fait d'un droit local qui s'appliquerait à Internet. Donc Internet est par essence global et mondial puisque c'est l'interconnexion des réseaux. Et vous parliez donc du critère de destination qui permettrait de juger en partie de la légitimité d'un juge local à juger une problématique de contenu. Mais si je prends l'exemple, je sais pas, d'un blogueur chinois qui utiliserait une société d'hébergement de blogs gratuits aux États-Unis, qui stockerait ses serveurs en Islande, l'article étant rédigé en anglais et parlant, je sais pas, soutenant des thèses négationnistes par exemple, on tombe dans une complexité juridique de quelle loi s'applique, pour qui la lit, dans quel pays, etc. Et pour moi, vraiment, on a un problème de légitimité sur ce droit local appliqué à quelque chose de global. J'ai l'impression que foncièrement, ça ne peut pas marcher, puisque d'un pays à l'autre, la législation, l'âge de la majorité n'est pas le même, donc on ne peut pas appliquer les mêmes critères sur qu'est-ce qui est, on est majeur dans un pays, on ne l'est pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager dans l'avenir, donc ça ne sera pas en 2 jours, mais un véritable droit international qui n'existe pas à l'heure actuelle, qui permettrait de légiférer ce monde numérique global par essence, pour dire voilà, sur Internet, on considère qu'on n'a pas que l'accès à des contenus entre guillemets pornographiques, c'est 18 ans, c'est 20 ans, etc. La pédopornographie, c'est telle législation. Le droit des entreprises, c'est telle législation. On a le droit de se faire livrer certaines choses, pas certaines choses, d'accès au contenu. Mais voilà, je pense que il faudrait vraiment un véritable droit international et pas des législations locales qui, par essence, en plus, peuvent être contradictoires. Alors, d'abord, dans le premier exemple que vous donnez de ce blogueur chinois hébergé, le lieu d'hébergement compte assez peu finalement. Hein. Parce que le critère de destination, c'est vraiment savoir si le contenu est destiné ou pas. Vous parliez d'un contenu négationniste, est destiné ou pas au territoire, je vois le marché, mais le territoire français. Dans un cas comme ça, il faut avoir le courage de dire la loi française ne s'applique pas de manière claire. Évidemment, la solution que vous souhaitez et que vous envisagez, qui serait la solution idéale, serait effectivement que les États, au moins par la voie d'un traité, s'engagent sur des points minimums et le traité étant supérieur à la loi, effectivement ensuite les transpose ou pas dans la loi nationale. Malheureusement, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés sur, par exemple, ces problématiques-là. Les États-Unis font valoir. On a des doctrines qui sont totalement contraires. Nous, on est persuadés, et moi je suis d'accord avec ça depuis 1881, que la parole publique engage une responsabilité particulière. Et qu'à partir du moment où elle est haineuse, à partir du moment où elle pousse à l'acte, que entre la pensée et la parole, et que la parole à l'acte, il y a des corrélations, et que si on laisse une parole publique prospérer et haineuse, les États-Unis, en tout cas selon la doctrine officielle, mais je sais qu'il y a des dérogations, Twitter ferme des comptes de djihadistes comme ça. Donc, effectivement, la freedom of speech est qu'a priori, la liberté de parole est constitutionnelle. Par exemple, ça fait une différence fondamentale. Je pense qu'on est moins hypocrite qu'eux, et qu'on a un système de contrôle a posteriori, puisque c'est le juge judiciaire donc on laisse les gens s'exprimer, ce sont des grandes personnes, ils sont responsables, mais on met des limites. Et ensuite, dans le cadre d'un débat devant un juge, le juge tranche. Voilà.
Moi, ça me paraît être le bon système. Alors vous avez raison. Je crois que sur des sujets comme les crimes contre l'humanité, je pense même la pédophilie, je suis pas un spécialiste de ça, mais il me semble qu'il y a déjà des choses qui sont, mais ce sont pas des traités, ce sont des décisions, soit au niveau de l'ONU, donc des engagements des États, plus ou moins, mais en tout cas pas juridiques. Et donc, je crois que la voie vers un système comme ça est une voie... Je me méfie beaucoup, si vous voulez. J'aime bien qu'on gère le lendemain avant le mois suivant. Et très souvent, je prends un cas que connaissent bien certains d'entre vous ici, Stéphane par exemple, sur la problématique de la gestion des serveurs racines, des noms de domaine. Ça fait 15 ans qu'on nous promet le grand soir. On nous dit encore, ça sera pour l'année prochaine, vous allez voir, le département du commerce des États-Unis va lâcher le système et va le rendre multilatéral. Et puis, les choses sont pas tout à fait comme elles sont annoncées. Donc, je pense qu'il faut se méfier de ça. Personnellement, en tant que praticien, demain matin, je serai au bureau et on va avoir un appel et on va avoir un truc à gérer. Bon, voilà quoi. Comment on fait ? Et donc, effectivement, vous avez raison, c'est la bonne idée. Mais rien n'empêche de traiter en parallèle des choses. À ma connaissance, il n'y a pas de démarche en ce sens-là. C'est peut-être ça qu'il faudrait peut-être initier. Peut-être même d'ailleurs, c'est peut-être de bloc à bloc. Peut-être Commission européenne, États-Unis. Je sais pas. Maintenant, vous avez vu quel est le commissaire européen qui s'occupe de... Voilà. On a un Hongrois qui est pas... Enfin, ils sont tous un peu bizarres, mais lui, je suis pas sûr qu'il soit très sensible à ces questions. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des interventions ? J'ai pas tout traité, j'ai pas. Sur la question de l'uniformisation du droit et puis d'avoir un droit international et ce genre de choses, moi je suis plutôt pas pour, parce que je constate qu'à l'heure actuelle, les gens qui réclament un tel droit international, c'est en général plutôt les méchants. Dans les réunions internationales, ceux qui réclament qu'il y ait des lois qui s'appliqueraient partout, c'est plutôt, par exemple, le gouvernement chinois qui réclame, et qui d'ailleurs, enfin, pas seulement le gouvernement chinois, le Conseil de sécurité de l'ONU entier, hier, a réclamé ça, effectivement, une restriction des libertés sur Internet, pour des sujets comme, par exemple, la propagande terroriste. Sachant qu'en Chine, réclamer l'indépendance de Taïwan ou des droits pour les Ouïghours, c'est du terrorisme. Donc, il y a énormément de forces qui sont à l'œuvre dans ce domaine-là et souvent dissimulées derrière des thèmes qui semblent sympathiques, du genre avoir des lois au niveau international pour éviter ces conflits de juridiction permanents qu'on a. Mais une fois qu'on décode les discours, c'est souvent pas beau du tout et on pense à Hannah Arendt qui disait que c'était bien qu'au niveau mondial, il y ait un gros bordel, des pays différents et des lois différentes, parce que s'il y en avait qu'un seul pays, les dissidents ils n'auraient plus nulle part où aller. Un autre exemple des propositions qui sont faites dans les forums internationaux et qui nécessitent un certain décodage. Je me souviens d'une réunion, il y avait eu un amendement à la résolution finale, tout à coup, qui apparaît pour dire qu'il fallait mieux défendre la liberté de religion sur Internet. Ah bah oui, ça semble une bonne idée. Moi, je suis pour la liberté, y compris celle de religion. Et puis après, quand on voit le gouvernement qui l'a promu cet amendement, on voit que c'est le gouvernement saoudien. Alors, on se pose des questions. Et puis en fait, l'amendement, quand on le lit, une fois traduit, c'est défendre la liberté de religion sur Internet. C'était empêcher les gens de critiquer la religion. Parce que quand on est croyant, les gens qui critiquent votre religion, c'est une atteinte à votre liberté, évidemment. Donc on peut avoir des tas de choses comme ça, et donc le faire au niveau mondial, c'est extrêmement dangereux pour toutes ces raisons-là. Donc actuellement, effectivement, c'est le bordel, mais ce bordel, quelque part, préserve des libertés. Il permet à un dissident chinois de se réfugier aux États-Unis et à un dissident états-unien de se réfugier en Russie. Et ça, c'est important. Je crois que tu as raison, il y a des forces et je dirais des appétits aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au final, pour des entreprises comme
va citer toujours les mêmes, c'est pas le diable non plus, mais enfin, Google, Facebook, etc., les États, excuse-moi des directs, mais ça les emmerde aussi. Ils aimeraient bien faire du business partout, comme ils veulent, comme quand ils veulent, violer nos vies privées, prédire à l'avance que je vais sortir, je vais me prendre un café, et que je vais m'habiller de telle façon et partir à telle vacances. Donc, il y a peut-être effectivement des États qui, je suis assez d'accord, il y a des particularités, des valeurs auxquelles on est attaché et sur lesquelles effectivement on a. Bon, alors c'est vrai, mais c'est vrai aussi que peut-être sur certains sujets, comme la liberté d'expression, mais ceci dit, c'est vrai que nous on va rentrer ce soir chez nous. Demain matin, je dirais notre équation économique à chacun, elle va reprendre. Hein, il va falloir qu'on aille travailler, etc. Et c'est vrai qu'il y a des forces, des appétits. Moi, j'oublie pas le secteur privé et les gros qui eux ont des moyens et qui tous les jours font du lobby, sont à Bruxelles, sont à Strasbourg, sont auprès invitent les ministres, invitent les députés. Il y a des moyens colossaux. Hein. Et donc finalement, si nous on peut déjà dans notre coin agir à nos niveaux. Je sais que ces grosses entreprises sont terrifiées à l'idée de se retrouver dans les tribunaux. Voilà. Il faut réfléchir, je pense, à tout ça. Par exemple, on a créé les autorités administratives indépendantes. C'est très bien, l'autorité administrative indépendante, je disais tout à l'heure, mais c'est quelques personnes. C'est un collège, des commissaires, 5, 10, 15 personnes. C'est vachement facile à faire du lobbying sur 10, 15 personnes. Voilà. Faire un lobbying sur le service public de la justice avec 15 000 magistrats, c'est pas possible. Non mais, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut voir à qui on a affaire, hein, et ils ont des moyens qu'on n'a pas. Nous, on est désordonnés, quand on a le temps, on va à une réunion de la Quadrature du Net ou on participe à une réunion. Puis bon, demain, il va falloir que j'aille. J'ai un travail, il faut que j'aille à tel endroit. Je n'aurai pas de suivi vraiment, tu vois. Et où on aura, mais par rapport à ces forces-là et à ces appétits-là, où là il y a vraiment des enjeux colossaux. Donc peut-être agissons localement, petitement, mais ne mettons pas, en tout cas, même si la démarche, je suis peut-être moins noir que Stéphane, il y a peut-être une démarche à faire, mais ne mettons pas tous nos espoirs et toute notre énergie là-dedans, hein, parce que des réunions à l'ICANN pour expliquer que, il y en a eu, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures. C'est pas des centaines et des milliers d'heures. On n'a pas bougé d'un iota. Il faut voir le côté positif. Dans les réunions ICANN, on mange drôlement bien. Ouais, c'est vrai. On mange bien et puis on voyage. Dans de beaux hôtels. Le social event est toujours très bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand tu vois des gens qui font le tour du monde dans les réunions ICANN, mais qu'est-ce qu'ils payent ? Je veux dire, il y a. Bon, je vais vous arrêter tout de suite parce que là, ça me fout hors de mes gonds. Moi, j'en ai marre, vraiment, d'entendre partout, et pas que à l'IUFI, mais aussi dans toutes les réunions qui parlent d'Internet de près ou de loin, comme quoi c'est à l'ICANN, c'est-à-dire avec la racine du DNS, et dans le DNS que se passe le plus important, le plus crucial et le plus sévère de la gouvernance de l'Internet et de ce qu'on peut, ce qui est important, ce sur quoi il faut se focaliser. Parce que pendant ce temps-là, ça prisme à tout va, ça XKeyscore à tout va, chez les Britanniques, chez les Américains. J'imagine que les Russes et les Chinois font pareil. On n'a pas encore eu de leaks, mais il n'y a aucune raison qu'ils fassent pas pareil. Et donc, ce que je vois aujourd'hui, c'est on parle d'Internet, mais en fait, on a un réseau qui est surveillé en masse. Je tweetais hier, c'était quoi, 22 téraoctets, ça coûte 2000 € aujourd'hui. Dans ce volume, on peut stocker les métadonnées, c'est-à-dire qui a appelé qui, entre quelle heure et quelle heure, et à quelle géolocalisation des deux téléphones, de tous les Français pendant 1 an. Ça coûte 2000 € pour stocker ça dans une baie de disque aujourd'hui. Donc si quelqu'un a ces données, en faire une copie, ça coûte 2000 €. Donc il faut voir que la surveillance de masse, ça ne coûte rien. Savoir exactement comment marche, qu'est-ce qui se passe sur Internet, que ce soit dans des buts privés ou dans des buts publics, c'est-à-dire de protection des États ou de la sécurité, résistance à l'oppression, blabla, ou pour des boîtes privées faire du business, ça ne coûte rien. Donc j'entends à chaque fois les gens dont je fais partie aussi finalement dire c'est à l'ICANN, machin, le DNS c'est important. Oui, mais en fait c'est pas là que ça se passe. Il y a aussi l'IGF, pareil, bullshit, il se passe jamais rien, ça ne fait que dépenser l'énergie
de façon massive de tous les acteurs qui pourraient dire il y en a marre, il faut faire quelque chose pour le chiffrement en masse des communications, pour la défense du droit à l'anonymat. Et là, je suis très content de vous avoir entendu défendre un peu l'idée qu'il y aurait besoin d'aller dans ce sens-là pour protéger un petit peu plus les droits et libertés des individus. Et donc voilà, je porte un peu le... Finalement, la flamme. ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il faut se prendre en main. C'est qu'il ne faut pas attendre de solutions. Il faut se prendre en main. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, effectivement, le droit à l'anonymat, les référentiels pour les entreprises, agir devant les tribunaux, c'est-à-dire prendre le problème par le bas plutôt que par le haut. C'est ce que tu es en train de dire. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Oui, d'accord. Moi, j'ai une petite question qui va peut-être plus s'adresser à Stéphane. Par rapport à l'ICANN, justement... T'as pas entendu Benjamin, alors? Non, mais justement... C'était un apport. Justement, on parle beaucoup de l'ICANN, etc. Et j'ai l'impression que ça nous détourne pas mal donc, du problème, notamment donc, des données dont tu parlais tout à l'heure, et aussi de la neutralité, même si on en parle de plus en plus. Ouais. Mais je pense que la question de la neutralité du web est au moins aussi importante que... Enfin, d'Internet que la question de l'indépendance de l'ICANN. Et j'aimerais bien savoir, Stéphane, ce que tu en penses. Parce que le seul problème que j'ai compris pour nous petits Français, c'est qu'on ne veut pas que le wine se soit pas régulé. Et donc, pour moi, à partir du moment où la FNIC peut gérer le .fr, je comprends pas en quoi c'est si capital. Donc, je dois louper un truc. Et si tu pouvais m'éclairer là-dessus, ça m'arrangerait. C'est important le point wine. Oui, non, ça c'est quand même évident. Enfin, le vin, c'est quand même le cœur de la nation, le centre de l'identité française. Enfin, donc, non, là, je comprends pas qu'on puisse ne pas comprendre. Axel Lemaire l'a bien dit à plusieurs reprises. C'est l'identité nationale elle-même qui est en jeu. Hein, donc, dans la gestion du point vin et du point wine. Maintenant, alors. D'abord, c'est vrai Olivier Itaanu, dans son exposé, a parlé du droit au sens classique, c'est-à-dire tout l'appareil, non seulement de loi, mais également d'institutions pour les faire respecter, c'est-à-dire police, justice, prison, tout ce qui fait que le droit est très concret et se traduit par des obligations. Et si on les respecte pas, il y a des vrais ennuis. Le monde merveilleux de la gouvernance Internet, comme l'ICANN par exemple, se situe dans une autre sphère où il y a beaucoup moins où il n'y a pas, l'ICANN n'a pas de police, n'a pas de prison, n'a pas de tribunaux. Des fois, bien sûr, ça rencontre le vrai droit, mais quand on discute dans ces réunions internationales où on mange bien, à l'ICANN on mange bien, à l'IGF c'est une catastrophe. Par contre, je vous le déconseille fortement. L'organisation est catastrophique, la Wi-Fi marche mal et on fait la queue pendant 1 heure pour des sandwichs pourris. Donc là, par contre, c'est pas bon. Mais dans ces milieux-là, on n'est plus au niveau du droit tel qu'il est traditionnellement enseigné et pratiqué. On est dans le monde de ce que les profs de Sciences Po appellent les processus mous, c'est-à-dire où il n'y a pas de règles bien définies, il n'y a pas de police pour vous arrêter ou de tribunaux pour vous condamner ou de prison pour vous emprisonner. Il y a des règles et on peut se poser des tas de questions d'ailleurs sur ce que ça signifie. Il y a des tas de gens qui disent effectivement l'ICANN, on n'a qu'à l'ignorer. Comme ils n'ont pas justement de police, on peut dire comme Varys dans Game of Thrones, le pouvoir, c'est quand les gens croient qu'on est au pouvoir. Et si tout à coup les gens se disent mais pourquoi je lui obéis à ce type, le pouvoir disparaît. Donc l'ICANN ou tous les trucs qui sont à ce niveau-là, c'est un peu comme ça aussi. Donc c'est un monde qui est très différent de celui du droit traditionnel et c'est un tout autre domaine. Maintenant, pour la partie sur la neutralité du réseau, oui, c'est super important, c'est essentiel, mais effectivement, là-dessus, je suis d'accord avec Benjamin. Ça dépend absolument pas des bavardages à l'ICANN ou d'autres choses. Ça dépend de beaucoup de choses qui se passent dans des tas d'endroits. Mais certainement pas à l'ICANN. Et c'est vrai que pour revenir au point 20, le problème n'est pas est-ce qu'on est pour ou contre que des Chinois puissent déposer Beaujolais point 20. Le problème, c'est est-ce que c'est vraiment ça qui justifie que le secrétaire d'État au numérique passe la moitié de son temps là-dessus.
J'ai un petit point de désaccord là, parce que je pense que c'est pas par hasard que l'ICANN est en dehors de ce que tu dis de droit traditionnel. Il s'est mis en dehors il a été mis, il s'est même par essence il est en dehors. Mais rien que la forme de l'ICANN, c'est une société de droit californien à but non lucratif. C'est ça, hein, je me trompe pas, Stéphane. Alors nous, on connaît l'association à but non lucratif. La société à but non lucratif, on ne connaît pas. Puis la société, c'est une société. Attention aux traductions quand même. Oui. l'ICANN officiellement est une corporation. Oui, oui. T'as raison. Non, je disais attention quand même aux traductions et aux faux amis. Hein. En anglais, l'ICANN est une corporation, ce qui ne se traduit pas vraiment bien en français. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de capital à l'ICANN. D'accord ? Il n'y a pas un capital. Il n'y a pas des actionnaires de l'ICANN. C'est au sens société français. Mais qui dit pas d'actionnaires dit qu'il n'y a pas de mandataires sociaux. Il n'y a pas de gens qu'on peut révoquer s'ils font pas le travail. Voilà. Et c'est pas non plus une association. Ça veut dire qu'il n'y a pas de membres. Qui dit pas de membres, dit pas d'assemblée générale de membres, donc dit personne qui peut être révoquée par l'assemblée générale de membres ou pas élu. Hein. Donc c'est vraiment de la law intelligence, c'est-à-dire que c'est vraiment, oui, c'est les stakeholders, mais c'est vraiment une, dans sa forme même, elle a été conçue pour être mise ailleurs que dans le système juridique, mais pour la protéger. Pour protéger qui ? Pour protéger ceux qui, je suis pas complotiste du tout, mais ceux qui tirent les ficelles derrière. Bon, voilà. Mais quand les Américains veulent faire quelque chose dans le dur, ils le font. Quand il a fallu interdire le marché américain aux équipementiers télécoms chinois, ZTE et puis l'autre que tout le monde connaît, voilà. Le Congrès américain, il a voté une résolution, il a dit voilà, on interdit le marché chinois aux équipementiers, le marché américain aux équipementiers télécoms chinois parce que c'est un risque pour la sécurité. Là, ça a été clair. Là, ils ont été au Congrès, ils ont voté la résolution, c'est terminé. Donc ils savent faire. S'ils l'ont pas fait, je pense que c'est pour justement préserver la suprématie, leur suprématie sur le système. Je pense que c'est ça. Moi, c'est mon interprétation. Et bon, alors après, effectivement, ça fait, t'as raison, ça fait autre chose. Mais enfin, ils ont quand même déjà, me semble-t-il, ils ont sur le point irakien, il y a eu un certain nombre d'incidents où ils ont déjà supprimé des noms de domaines géographiques parce que politiquement, ils n'étaient pas en accord avec la doctrine américaine. Je me trompe ou pas ? Non ? Ça a été fait. Hein. Donc, bon, quand même, ils n'ont pas de police, mais ils savent appuyer sur delete quand il faut. Oui. Petite question rapide. Il me semble qu'en droit français, on peut pas être jugé et donc condamné deux fois pour pour les mêmes faits, voilà. Ouais. Donc par exemple, dans le cas où suite à un contenu que j'aurais publié, etc., on me fait un procès en France et je suis condamné, est-ce qu'il est envisageable en termes du droit international que je sois rejugé et potentiellement condamné en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, etc. Non, je pense pas. Je pense que ça, c'est un droit. Ça fait partie des grands principes d'un État de droit. Hein. Il y a pas. Pour être condamné, il faut un texte préalable. C'est le principe de la légalité et délier des peines. On a le droit d'être jugé deux fois. On a le droit en cas de procès. Et puis pour les mêmes faits, on peut pas être jugé deux fois. Alors, je pense que dans les pays que tu as cités, l'Angleterre, ces principes-là. Alors bon, la Chine ou la Mongolie, je peux pas te dire, mais en tout cas, dans des pays, dans l'Union européenne, c'est strictement pas possible. Aux États-Unis non plus. Hein. Par contre, il peut y avoir des cas où on a la possibilité de faire son forum shopping. J'ai déjà vécu ça. On se dit, mais on peut poursuivre cette personne, on peut poursuivre cette personne morale, cette société, devant tel tribunal. Alors on va regarder quel est le plus favorable à notre thèse, et peut-être on va courir le premier pour saisir le premier juge. Auquel cas, le second doit se dessaisir pour le premier, et même si c'est des problématiques internationales, hein, sauf si leur public est en cause. Mais voilà, il y a tout un petit jeu, il y a des stratégies judiciaires. Hein. L'intelligence, c'est en matière, par exemple, de brevets, c'est extrêmement clair.
t'as des entreprises titulaires de brevets, il y a un petit qui court pas vite, on va l'attraper, on va le taper dessus. On va faire comme ça, tu fais valoir la validité de ton brevet. Et ensuite, après, tu t'attaques un plus gros, puis après encore un plus gros. Il y a des stratégies comme ça, bien sûr. Ouais. J'ai envie de jouer. J'avais fait une conférence il y a quelques temps où j'expliquais qu'en France, on a un droit sur l'envoi de mailing aux individus ou aux sociétés, et que ça restreint ce qu'on a le droit de faire sans avoir la preuve que quelqu'un s'est volontairement inscrit à sa bouse de newsletter là. Ouais. Et mon avocate voulait me suivre et puis elle est trop occupée, elle n'a jamais voulu. J'ai fait un petit logiciel qui permet de remonter un peu la trace des spammers. C'est-à-dire voilà, cette boîte française numéro 1, enfin cette boîte A a envoyé à la demande de cette boîte B un mailing à ce fichier C. Je suis dans ce fichier qui est une collecte déloyale parce que c'est un email personnel et pas professionnel, blablabla. Plutôt que de demander à la CNIL de faire preuve de rien, parce que la CNIL ne sert à rien depuis des années dans ce domaine. Mais rien, je veux dire, rien du tout. Il y a des milliers de fichiers dans ce pays qui sont utilisés de manière complètement abusive. Et voilà, c'est un sport national et personne ne fait rien. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire en la matière, en termes de plainte à déposer dans des conditions auxquelles je ne connais rien, puisque ce n'est pas du tout mon métier, et le cas échéant, est-ce que vous pensez que vous, ou ITNU Law Office, ou quelqu'un que vous pourriez me conseiller, serait à même avec un budget évidemment, d'avoir envie de jouer? Bah oui, toujours prêt à jouer. Hein. En fait, t'es en train de me dire que en fait, tu as une traçabilité des fichiers et que ça te permet de montrer qu'ils n'ont pas respecté l'opt-in, c'est ça? Même pas, c'est-à-dire que c'est des mails, c'est plusieurs adresses email de plusieurs individus, des mails personnels. Par exemple, mon mail c'est benjamin@santag.fr, c'est un mail personnel parce que c'est mon prénom avec mon nom, donc ça ne peut pas être un mail d'entreprise. Donc si je ne me suis pas abonné, on n'a pas à m'envoyer du mailing. Et le fait de me proposer un désabonnement en bas du mail, ça n'est pas pour autant plus légal, parce que initialement mon mail a été collecté des la collecte est illicite, quoi. Déjà d'entrée de jeu. Donc, voilà. Bon, c'est pénal ça. J'ai pas besoin de suivre le fichier. Ce que je fais, c'est que je remonte en fait les boîtes qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est une pub pour Opel ou pour Pierre et Vacances. Je peux le citer parce qu'il y a une faute, il y a une erreur volontaire dans l'adresse, c'est ça? Non, il n'y a pas de faute ou d'erreur volontaire, mais c'est une pub pour des boîtes données. Donc je vais pas. Moi, sur le coup, je me suis dit, je vais attaquer ces boîtes. Puis en fait, je me dis oui, mais sauf que elles ont demandé à quelqu'un de leur faire le machin, un autre d'avoir le fichier, un troisième de faire l'envoi. Et donc, ce que je fais, c'est que je liste ces différents prestataires. Donc je sais pas qui il faut attaquer exactement, mais je suis capable de simplifier toutes les actions, de remonter les preuves de qui est qui, et j'ai bien envie de les attaquer. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'on a des chances? Bien sûr. Il y a un texte clair là-dessus. Hein. Souvent, il y a des textes clairs, il n'y a pas d'attaque. Pourquoi? Parce que c'est souvent en dessous de ce qu'on appelle les seuils de juridicité. C'est-à-dire que ça coûte trop cher d'engager une action pour finalement la problématique posée. C'est pour ça qu'il est fondamental de promouvoir une action de groupe. On a commencé un peu à mettre ça en place, parce que sinon, le consommateur seul, la personne, l'utilisateur seul, a pas les moyens, où il va faire appel à un avocat qui va traiter le dossier comme il peut, mais qui n'aura pas les moyens. Donc c'est vrai que l'action de groupe, c'était vraiment ou les organisations de consommateurs, ou les syndicats qui commencent à agir un petit peu aussi, y compris sur les problématiques d'informatique et liberté. Des dossiers. Et est-ce que vous avez connaissance qu'il y aurait eu déjà des dossiers en la matière, ou enfin juste sans qu'on commence à travailler ensemble là-dessus, mais je sais qu'il y a beaucoup de problématiques commerciales, c'est-à-dire des fichiers qui se font voler par des prestataires entre eux, parce qu'ils ont piégé leur base de données, et que on voit pas mal ça au tribunal de commerce. Et donc la base de données piégée, c'est une manière de la signer, et le salarié, il est parti avec la base de données sous le bras, il l'a vendue au concurrent, et on le retrouve. Et ça, je sais qu'il y a pas mal de contentieux là-dessus. Le contentieux que tu évoques, non, j'ai pas connaissance. Ça veut dire qu'il n'y en a pas, mais j'ai pas connaissance. J'ai pratiqué le fichier plombé dans les années 2001-2002 pour des pages jaunes, et je me souviens, on avait des strips Skywalker dans un bled paumé au milieu du Larzac, et si on retrouvait ailleurs, c'était une preuve. Mais ça, c'est une pratique de tous ces prestataires. Ouais, tout à fait. Bon, on en reparle alors. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a encore des questions, ou est-ce qu'on va aller manger? Encore une question.
Non, très rapidement. Non, ça va. Vous disiez sur le statut de l'ICANN tout à l'heure, vous disiez que c'était quelque chose de très spécifique, que ça empêchait de remonter à des responsables, à avoir des. Mais qu'est-ce qu'on a comme autre entreprise qui est sous la même à ce moment-là sous le même statut juridique que l'ICANN aux États-Unis? Je sais pas du tout. Ça a bien dû être créé pour une bonne raison. Ah oui, mais bien sûr, ça a été créé. Pour permettre au département du commerce de ne pas perdre la mainmise sur le système. Mais bon, ça va faire plaisir à Benjamin qu'on parle de ça, mais je crois que tous ceux qui ont participé à la création de l'ICANN dans les années 97 avaient une pleine conscience de ça, mais à l'époque c'était l'administration Clinton, si je ne m'abuse, et il y avait la promesse d'ouvrir. Nous, on assure la stabilité, disait l'administration américaine, et ce qui est vrai. On ne peut pas le nier. Internet, c'est mieux que ce soit le gouvernement des États-Unis quand même que la Chine, ça c'est évident. Et la stabilité, une fois que tout ça sera bien stable, on l'ouvrira. Il y avait déjà la promesse à l'époque de l'administration Clinton. Donc ça fait voilà. Ça va être un troll, mais j'ai un exemple d'autre structure qui n'est ni une association, ni une entreprise, mais un petit peu des deux, mais on ne sait pas trop, c'est le RSI. Ça n'a rien à voir. Non. Le régime social des indépendants. Voilà, si vous leur demandez leur statut, ils vont vous dire que c'est une association, mais de droit public, mais c'est un truc public en fait. Ah ouais. Mais alors, c'est quoi vos statuts d'association? On peut pas vous les publier. Ok, bref, juste pour dire que ça existe aussi. Oui, et ça a un peu le même but, c'est-à-dire de les percher au-dessus du droit et au-dessus de. Bien sûr. Donc ça existe aussi chez nous. Voilà. Mais il y a des entreprises dont on ne sait jamais s'il faut les poursuivre devant tel tribunal ou tel autre. Et on passe des années à jouer au chat à la souris entre le système d'ordre judiciaire, le système administratif. C'est le cas par exemple des GIE, les groupements interéconomiques. Il y en a certains qui sont commerciaux, d'autres qui sont civils. Alors, ils jouent à ce petit jeu-là. Mais GIE, c'est encore simple. Ce système-là, je n'ai pas connu encore, mais... Ouais. Mais donc le statut de l'ICANN, ce que vous dites, c'est que c'est pratiquement un statut ad hoc? Non, c'est une forme de société connue en Californie, parce que c'est le droit californien, d'après ce que je sais. Mais je remarque qu'il est parfait, il est très pratique pour asseoir une situation, et la gouvernance est très stable du fait du statut de la société, quoi. Voilà. En fait, si on cherche quelque chose qui ressemble à l'ICANN, dans les milieux gouvernance, en général, les exemples qu'on prend, c'est plutôt des trucs du monde sportif comme la FIFA ou le CIO, c'est-à-dire des clubs fermés qui ne rendent de compte à personne, qui font leur business, qui n'ont effectivement pas d'actionnaires comme l'aurait une entreprise cotée en bourse, pas de membres avec une assemblée générale comme l'aurait une association typique, et ça permet de continuer à se rencontrer dans des lieux exotiques, à bien manger et à prendre des décisions entre soi, sans être embêté par le monde. Enfin, dans les réunions dans les réunions ICANN, on entend souvent des trucs du genre oui, mais pour que ça continue à fonctionner, il faut que ça reste comme ça, parce que sinon, si ça va être le monde extérieur qui intervient, le monde extérieur, il est bête, il va faire des bêtises. Attention, c'est pas juste une opinion répandue à l'ICANN. J'ai entendu à une réunion un représentant du gouvernement français dire que l'enjeu maintenant pour l'ICANN, ça allait être d'éviter une trop grande ouverture vers l'extérieur qui imposerait des mesures démagogiques, populistes, etc. Donc la meilleure comparaison, c'est des trucs comme le Comité international olympique. C'est le truc fermé qui ne rend de compte à personne et qui a du fric, oui, bien sûr. À 185 000 $ le TLD, ça peut faire un peu d'argent. Juste pour déposer le dossier, sans garantie de l'avoir, oui, tout à fait. Puisque sur les, tout à fait. C'est un bon business plan. Respect. Même prix pour tous, 185 000 $. Mais dans ce cas-là, les enchères. Ah oui, effectivement. Il y a un point CLAD qui est prévu. Oui, c'est vrai. Il y a un point CLAD qui est prévu. Il y a des points n'importe quoi. Je sais pas. D'accord. Le plus gros de tous les TLD en nombre d'enregistrements de la nouvelle série, c'est le point XYZ. Ah ouais. Bon, ils ont triché, ils l'ont fait gratuitement. Donc
Mais sinon, oui, non, il y en a des très rigolos. Moi, j'aime bien le point pizza, un TLD pour les geeks. Ouais. Bon, bah, pizza, hein. Merci.